14 février 1929. L'année du Charleston, des 6 jours cyclistes, des marathons de danse et du premier vol Paris-New York. Mickey Mouse fait ses débuts à l'écran. Et Herbert Hoover, devenu le 31e président des États-Unis, prononce les mots suivants. Nous, en Amérique, nous sommes aujourd'hui plus près de triompher définitivement de la pauvreté que personne ne l'a jamais été. 6 mois plus tard, le marché de New York s'effondrera, ce qui provoquera la plus forte crise de tous les temps. À Chicago, il est 10h25. La température est de moins 6 degrés centigrades. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Pendant les années qui suivirent l'adoption de la loi de 1920 sur la prohibition, la pègre monte à l'assaut du pouvoir et des luttes intestines se produisent comme dans toutes les nations et les sociétés modernes. Après les périodes de lutte ouverte, les gangs tentent de s'unir et signent des traités de paix qu'ils ne respectent jamais. Car l'exploitation de la drogue et du vice met en jeu des intérêts financiers trop importants. En 1929, les gangs de Chicago possèdent 21 207 bars clandestins. Leur revenu brut est de 357 millions de dollars. 618 membres du milieu sont assassinés en 9 ans. La corruption atteint tout le pays. On la trouve aussi bien à la mairie que dans un bar minable. Dis à ta sœur de fermer sa grande gueule, John. Tu peux bien faire ça pour moi. Ça lui reposera les amygdales pendant ce temps-là. Deux bières. Il est sympathique, ce bistrot. Merci. Tu dois faire du pognon, hein? Ça paye le loyer. Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Tu veux m'empoisonner? Mais si vous n'aimez pas la bière, vous n'êtes pas obligé de la payer. Je vois que tu comprends vite. J'avais pas l'intention de la payer, d'ailleurs. Tu entends ça, Jimmy? Œil de lynx dit que c'était pas la peine de payer pour cette saloperie. Que penses-tu de sa bière, toi? Tu trouves pas qu'elle est dégueulasse? Vous savez, moi, je suis pas un connaisseur. Qu'est-ce que tu me chantes? Tu trouves pas que cette bière est dégueulasse?
J'en ai bu de la meilleure, c'est sûr. Ah, t'as entendu? Même ton ami la trouve mauvaise. Je ne mentais pas, tu vois. Assez rigolé, mon gars. Qui achètes-tu cette saleté? Un type qui s'appelle Slauson. Slauson. Le seul Slauson que je connaisse travaille pour Capone. Al Capone. Tu ne penses pas que c'est le même Slauson, des fois? Hein? Je jurerais que si. Il t'en livre combien par semaine? 5 barriques. 5? Dans un bar situé dans un quartier aussi élégant, si tu avais de la bonne bière, c'est le double que tu pourrais en vendre. Dès demain matin, je te ferai livrer 10 barriques de bière. Ça te coûtera 55 la barrique. Vous voulez me ruiner? Je peux pas me mettre à dos Monsieur Capone, ni Monsieur Moran. Moran. Le seul Moran que je connais, c'est conducteur de tramway. Je ne pense pas que tu parles de ce Moran-là. J'ai dû me tromper. Oh, c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper, tu sais. Même moi. Peut-être que je me trompe aussi au sujet de ta bière. Je me demande si, par hasard, ce ne serait pas les tuyaux que tu aurais oublié de laver. Ça peut arriver. Maintenant, tu as compris ce que c'était, œil de lynx. Ces tuyaux ne sont pas vraiment sales, c'est la bière. Elle sent mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Peter Gusenberg, né à Chicago, Illinois, le 22 septembre 1998, a fait de la prison. Voleur, cambrioleur, truand, tueur professionnel. Quand, à 13 ans, en rentrant de l'école, il trouva chez lui sa mère assassinée, son premier geste fut de lui retirer son alliance et de la mettre en gage. Il est membre du gang nord de Bugs Moran depuis 7 ans. Barrique à livrer demain matin. Et n'oublie pas ceci. Ce n'est pas tous les jours que je fais des cadeaux pareils. Frank Gusenberg, frère cadet de Peter Gusenberg. Né à Chicago, Illinois, le 11 octobre 1902. Cambrioleur, voleur d'auto, extorqueur de fonds, tueur professionnel. Membre du gang Nord depuis 9 ans. Bigame, mais ne vit avec aucune des deux femmes. Vincenzo de Mora, alias Jack McGurn, dit la Rafale, né à Brooklyn, New York, le 7 juillet 1903. Il a 9 ans quand son père est assassiné. À 20 ans, il a tué tous ceux qui ont été mêlés à la mort de son père. Aujourd'hui, le meilleur tireur et extorqueur de fonds de l'organisation d'Al Capone. C'est un peu tard, mais qu'est-ce que tu fabriquais? J'ai rien pu faire, Jack. J'ai été surpris, moi aussi. Ce type avait l'air de sortir du mur. Le temps de voir la porte s'ouvrir, il était déjà reparti en tirant. Tu l'as reconnu, j'espère? Oui. Un des hommes de Moran. Frank Gusenberg.
Alphonse Capone, alias Al Capone, alias Al Brown. Né à Castellamara, Italie, le 6 janvier 1899. Casier judiciaire vierge. A grandi dans un taudis de Brooklyn et émigré dans l'Illinois au début de l'année 1919. Rusé, ambitieux, cruel, Capone, en moins de 6 ans, est passé de la situation de videur de bar à celle de chef incontesté de la plus puissante organisation du milieu de Chicago. Aux yeux de ses associés, c'est le grand patron. Pour le public, il est Scarface Al Capone. Merci beaucoup, monsieur Capone. On a dû faire une descente. Ils ont un nouveau capitaine de police qui ne veut pas jouer le jeu. Qu'est-ce qu'il demande? Oh, c'est un coriace. On pensait lui donner 100 $ par semaine, mais il dit que si on veut opérer dans son secteur, il faudra tripler la somme. Ross? Ouais. Il est pris monde cette année, hein? Bon, inscris-moi son nom. Je vais le faire déplacer dans un coin perdu. Si de cette façon il est réélu, 1,5 million de la caisse de la compagnie Thompson, c'est pas trop cher. Et s'il ne passe pas, je mettrai Sermac dans le bureau du maire et ça nous coûtera 20 millions par an. Ah ben c'est du gaspillage. Nous avons acheté un maire. Il perd, on le remplace par un autre maire. Je ne connais pas Tony Sermac, Franck. Charles Fischetti, dit le graisseur de pâtes. Né à Castellamara, en Italie, le 11 août 1891. Petit cousin d'Al Capone, Fischetti sert de président aux réunions de travail d'Al Capone. Il boit beaucoup, mais n'est jamais ivre. Sa principale qualité dans l'organisation est son aptitude à corrompre les chefs politiques et les fonctionnaires nationaux et municipaux. Il sera assassiné le 7 avril 1951. Et c'est là où nous pouvons avoir des ennuis. Il ne fera rien. Si jamais il avait la mauvaise idée de s'attaquer à notre organisation, je me charge de le refroidir. Allons, Franck, tu sais très bien que... Bonjour, Al. La séance est ouverte. Jack, nous t'avons demandé de venir pour faire un compte-rendu sur le quartier des abattoirs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai tout consigné, préfet. Je vais vous donner les chiffres, d'accord? Bon, comme vous le savez, nous avons pris le secteur à Joe Saltis à la fin du mois d'octobre dernier. Et tout de suite, les choses ont pris une autre tournure. Prenons un exemple. Commençons par la bière. Pour les 30 jours précédant le 15 décembre, les ventes ont augmenté de 21%. Jack Guzik, dit Gras du Pouce, né à Peoria, Illinois, le 9 novembre 1894. Pendant un certain temps propriétaire d'une chaîne de maisons closes en province, Guzik s'occupe actuellement de la distribution des alcools que vend le syndicat d'Al Capone. Il mourra de mort naturelle le 11 juillet 1956. Je n'ai pas cessé de répéter pendant des mois que pour la vente de la bière, le grand Polonais est aussi doué que moi pour être pape. Tu te fais la boucler, oui? Tout ce que vous savez faire, c'est des discours. Le reste du temps, vous vous pavanez avec des grands cigares dans la gueule comme si vous étiez des banquiers. Oh, bande de connards. Al, pourquoi tu te fâches? Pourquoi je me fâche? Ah, d'après vous, on dirait qu'il n'y a que la bière qui est importante. Hein? Comme si j'étais le seul dans tout Chicago à savoir ce qui se passe. Laissez-moi vous donner quelques informations précises. Autre chose que les inepties dont nous accorde ce petit comptable qui est là-bas au bout. J'ai besoin ni de toi ni de personne pour m'apprendre qu'on gagne de l'argent aux abattoirs, comme on en gagne dans le secteur sud ou le secteur ouest. À propos, quelles nouvelles du secteur nord, Jack? J'entends pas souvent parler d'affaires brillantes par là. À moins que tu penses que le secteur nord vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. Mais nous avons parlé de tout cela. Oui, nous en avons parlé. Tu m'en as parlé. Nous ne voulons pas avoir d'ennui, Al. Laisse tomber, Al. Bugs Moran est dans son fief, Al. Et voilà ce que j'en pense de ton rapport, Jack. Et maintenant, je vais te faire le mien, si tu permets. Depuis le 1er mai, Bugs Moran se fout de moi. On ne vend plus de bière dans
28 bars rien qu'au sud de Chicago Avenue. Ça a l'air insignifiant, n'est-ce pas? 28 bistrots. Qu'est-ce que c'est que 28 bistrots sur 12 000? C'est peu de choses pour vous, pas vrai? Pas vrai? Al, je t'en prie, essaie de raisonner. La ferme, Charlie, maintenant, c'est moi qui parle. J'ai pas terminé. Je vais vous parler de Jack McGurn. Jack est un gars bien. Il fait ce qu'on lui dit. Il garde son nez propre. Je paierais cher pour en avoir 200 comme lui. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé le mois dernier? Un enfant, putain, une de ces petites crapules de chez Moran n'a-t-il pas essayé de me le descendre? Et Tony Lombardo. Mon ami, Tony. J'ai été à son enterrement. J'étais tristement crevé. J'ai pleuré comme un enfant. Je le revois encore. Jamais ce garçon-là n'a eu de revolver de sa vie. En plein milieu du loop. À 4h30 de l'après-midi, 2 balles lui ont transpercé la tête. 2 balles tirées par des types de Bugs Moran, cet enfant de salaud. Al, je t'en prie, réfléchis une seconde. Pourquoi t'en prendre à Moran? Ça n'arrangera pas tes affaires. Mes affaires? Tu parles d'affaires quand il s'agit de sauver sa peau. Essayez de vous fourrer ça dans votre petite tête. Que Bugs Moran n'a pas l'intention de me laisser tranquille. Il fait commencer. Il me veut. Il veut ma peau. Comme Diane O'Banion voulait ma peau. Comme Jaime Weiss voulait ma peau. Il a essayé de me descendre ici, dans la 22e rue, en plein jour. Et que je crève à l'instant si ce métèque n'est pas venu me cueillir avec toute une armée. C'était du Jaime Weiss tout craché. Et maintenant, Moran est en train de nous préparer quelque chose d'encore plus con. Mais je me fous de Moran. J'aurai sa peau avant qu'il ait la mienne. Je veux qu'on lui règle son compte à cet enfant de putain. Noté? C'est noté, Al. Tu veux la peau de Moran, tu l'auras. Ben, il faudra un certain temps, naturellement. Laisse-moi parler. Tu en as gros sur le cœur. Et tout le monde ici en connaît les raisons.
Mais toi, souviens-toi de ce que tu... Tu as envie de discuter avec moi, Charlie? Occupe-toi de ça, Frank. Et fais vite. Vite? Ah, ce sera difficile. Ah, tu dois le comprendre. Il y a des tas de renseignements qui nous manquent sur la vie de Bugs Moran. Francesco Nittoni, alias Frank Nitti, le souteneur, né à Montedoro, en Sicile, le 9 janvier 1887. Nitti a la responsabilité du commando de représailles dans l'organisation d'Al Capone. Il a sous ses ordres quelques tireurs chevronnés. Le 19 mars 1943, alors qu'il est poursuivi pour fraude fiscale, Nitti se servira une dernière fois d'un revolver pour se suicider. Avant tout, il faudra essayer de savoir où nous pouvons le dénicher. J'aime pas ce genre de discours. Vous êtes bon qu'à faire des parlottes. Discute pas. Combien de temps faudra-t-il? Mais je n'en ai pas la moindre idée, Al. Sincèrement, je ne sais pas. Je viens de te Je le dire. me fous de ce que tu racontes, Frank. 5 semaines. Peut-être 6. 6 semaines? Tu veux le descendre avec un arc et des flèches? T'as ta petite idée, Jack? C'est-à-dire... oui, monsieur. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas. Mais ces derniers mois, j'ai fait surveiller tout ce que faisait Bugs Moran. Il vit dans l'appartement 5C de l'immeuble Belden Essex, à Lincoln Park. Il se fait appeler George Miller. Il adore sa femme et son gosse, et il passe presque toutes les nuits à la maison. Jamais il ne sort sans se faire accompagner de 2 hommes, Willie Marks et Ted Newberry, 2 tueurs auxquels il vaut mieux ne pas se frotter. Voilà ce que je sais. Cela vous est-il, monsieur Capone? Oui, t'as juste oublié de dire où Moran veut acheter ses chaussettes. Je vous ai dit que j'aimerais avoir 200 types comme Jack. Maintenant, vous savez pourquoi. Viens ici, petit. Tu sais pourquoi je t'apprécie? Parce que ta tête te sert à autre chose qu'à porter un chapeau mou. Étant donné que tu connais si bien Bugs Moran, je vais te demander de m'en débarrasser. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, Frank. Aucun inconvénient. Tu crois que ça ira? Oui, monsieur. Il y a juste une petite chose, monsieur Capone. Ça va être difficile de la voir, il ne mourra peut-être pas seul. Je leur enverrai des fleurs. Je n'ai pas peur d'une guerre avec Al Capone. Ce sera lui ou moi. S'il avait été régulier ces dernières années, je ne parlerais pas de la même façon. Mais il n'a respecté aucun de nos accords. O'Banion a cru qu'il s'arrangerait avec lui. Et Weiss également. Et je n'ai pas besoin de vous dire comment ça s'est terminé. George Clarence Moran, né à Saint Paul, Minnesota, le 9 juillet 1893, a passé de longues années en prison. Cambrioleur, voleur de chevaux, soupçonné de meurtre, chef actuel du célèbre gang constitué au nord de Chicago. Il a été, ces 5 dernières années, presque constamment en guerre avec l'organisation d'Al Capone pour le contrôle des bénéfices des tripots et des salles de jeu de la ville. Et pendant ces 5 années, tous les chefs du gang du quartier nord ont été assassinés par la bande d'Al Capone. Imi est un lâche, il a serré la main de cette ordure de Capone. D'accord, d'accord. Nous lui avons donné du fil à retordre ces derniers temps. Mais croyez-moi, on ne lui en a pas encore donné assez. Quand je pense à tout ce que nous a fait ce salaud, il a placé ses lavasses dans nos débits de boissons. Il nous a volé notre camelote. Et le comble de tout, c'est d'envoyer ce McGurn pour nous espionner. Vous vous en foutez peut-être, vous, mais moi pas. Il est temps que nous fassions mettre les pouces à Al Capone et à toute sa bande. Et pour toujours. Georges, avec quoi? Tu peux faire la guerre à Al Capone, mais tu ne la gagneras pas. Aussi longtemps que tous les Italiens de la ville travailleront pour lui. Tu te trompes, pas tous. Aiello ne travaille pas pour lui. Qu'est-ce que tu veux faire de ce minable? Capone ne sait même pas qu'il existe. Jimmy, tu ne vas pas dire du mal de notre nouvel associé. Dis, t'es pas sérieux, Bugs? Tu vas pas t'associer avec ce métèque? Assieds-toi, Frank. Mais il faut être complètement sonné pour se foutre avec des mecs pareils. J'aime mieux m'en aller, moi. Qu'est-ce qui te prend, pauvre imbécile? Tu ne comprends rien. Pour avoir la peau de Capone, tous les moyens sont bons. Tu devrais te souvenir de Diane O'Banion.
Comme tu devrais te souvenir de Weiss. Qui a mis leur cercueil dans le corbillard? C'est bien toi, si je ne m'abuse. À moins que tu ne te foutes de tes amis quand ils sont morts, mais moi je ne m'en fous pas, au contraire. Et Dion O'Banion était mon ami, et je ne l'oublierai jamais. Et surtout, je n'oublierai jamais le type qui l'a fait tuer. Nous étions tous les deux, Amy et moi, en compagnie de Dion O'Banion, 10 minutes avant qu'il se fasse descendre. Et surtout, méfie-toi de ces fumiers. Ils t'expédient une balle dans le dos comme on mange une pizza. Ils aillent se faire voir, ces Siciliens. Bon, un de ces jours, Amy. Bonjour, Johnny. Comment ça va, les enfants? Comme ça qu'il travaille, Capone. Quand je pense que ce faucheton avait crié sur tous les toits qu'il ne mettrait jamais son nez dans le quartier nord, je n'ai pas envie d'attendre que Capone m'expédie tout droit au cimetière. On va s'occuper de lui avant qu'il s'occupe de moi. D'accord, descendons-le, et puis qu'on n'en parle plus. Mais on a besoin de personne pour en finir. Et surtout pas de ce macaroni de Joey Aiello. Frank, tu sais que tu n'es pas malin. Écoute-moi. Capone est protégé, comme tu le sais, par la mafia. Mais il ne peut pas bouger le petit doigt sans demander la permission. Et il ne peut pas être chef lui-même parce qu'il n'est pas sicilien. Il a donc un homme à lui, Patsy Lolordo, qui dirige l'organisation. Or, notre ami Aiello est un copain de Lolordo, un très bon copain. Il nous aidera à nous débarrasser de Lolordo, puis il prendra la tête de la mafia. Et nous n'aurons plus qu'à expédier le vieux Capone faire un tour en enfer. Et si ça ne marchait pas, que ce soit lui qui nous envoie en enfer? Il vaut mieux que ça marche, James, parce que c'est toi qui es chargé de liquider Lolordo. Je ne pense pas que ce soit facile, mais si Aiello nous introduit dans la place, ça ira. Albert R. Kalchalek, alias James Clark, né à Kroyonke, Allemagne, le 25 février 1888. Sort de prison. Cambrioleur, voleur d'auto, soupçonné de meurtre. Depuis qu'il a épousé la sœur de Bugs Moran il y a 5 ans, est devenu le numéro 2 du gang Moran. Il me faudra un chauffeur pour conduire l'auto qui nous attendra. Arrange-toi comme tu voudras, mais liquide Patsy Lolordo. Et vite. Je suis un bon chauffeur, j'ai appris quand j'étais gosse. John May, né à Chicago, Illinois, le 28 septembre 1897. Marié, 7 enfants. Arrêté 2 fois pour avoir percé des coffres-forts et pour cambriolage. Pas de condamnation. A travaillé occasionnellement pour le gang de Moran comme mécanicien. Il a promis à sa femme de ne plus avoir d'ennui avec la loi. Mais il doit 3 mois de loyer. Je voudrais bien vous aider, Monsieur Clark. Malheureusement, je peux pas. Tu es majeur, Johnny. Si tu veux nous rendre service, c'est parfait. Si tu ne veux pas, c'est toi que ça regarde. Tiens, bois, mon petit poussin. Vous savez, je suis pas un très bon tireur. J'ai pas touché une arme depuis une éternité. Alors, vous comprenez, s'il y a des coups de feu, je Ne crains... te tracasse pas, on ne t'a jamais demandé de faire le boulot à notre place. On n'est pas tombé sur la tête. Est-ce que tu crois qu'on prendrait un amateur pour un travail de professionnel? Je ne voudrais pas de toi pour tuer ma vieille mère.
Les deux frères Gosenberg sont chargés de l'opération. Toi, la seule chose qu'on te demande, Johnny, c'est de conduire la voiture, c'est tout. Et de te servir de tes points dans le cas où nos amis seraient un peu trop coriaces. $100, ça te va? Réveille-toi, c'est oui ou c'est non? Vous donnez $100 pour ce travail? Ah, d'accord. Ça m'arrange, je suis complètement fauché. Allons, bois, mon chéri. Non, t'en veux plus. Smarty. Now, honey, who's gonna fall for all of that jazz now? You haven't got what everyone has now. I'm giving you the razzmatazz now. Toodaloo, toodaloo, toodaloo-doo. Since you're such a great big know-it-all, baby, maybe pretty soon you'll see. Though you're nothing but a smarty pants, I got a funny feeling that there's still a chance. You might be smart enough to fall in love with me. Nicolas Sorello, né à Marsala, Sicile, le 13 mai 1872, est arrivé aux États-Unis dans le sillage de son cousin Dominique Forenza quand il avait près de 40 ans. Marié, 5 enfants, 11 petits-enfants. Il eut beaucoup de difficultés à apprendre les usages du nouveau monde et vécut toujours dans la misère. Il sera assassiné le 15 février 1929, moins de 24 heures après avoir accompli la seule action criminelle de sa vie. Entrez. Monsieur Magorn, je suis Nick Sorello. Assieds-toi, Nick. Tu veux boire un coup ou manger quelque chose? Merci, non. Moi, c'est très gentil à vous de m'avoir demandé. Dominique Forenza m'a dit que je pouvais avoir confiance en toi. Oh, on peut me faire confiance parce que je n'ai plus de mémoire. Tout ce qu'on me dit, je l'oublie. Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Moi, j'ai un camion. Je vends des fruits et des légumes, parfois des fleurs. Et puis, quand on me le demande, je fais des déménagements. Moi, c'est pas facile de trouver quelque chose dans ce pays avec mon accent. Ouais. On n'a jamais eu d'histoire avec les flics? Non, non. Peut-être une seule fois, oui. Ça s'est passé comme ça. Ils m'arrêtent pour me dire que j'ai dans les camions des marchandises volées. Alors j'ai dit que je suis au courant de rien. Alors ils ont pris ce qu'il y avait dans les camions et ils m'ont laissé partir. C'est la même chose dans tous les pays. Les flics sont aussi salauds ici qu'en Italie. J'ai un travail pour toi, Nick. Mène-le au bout et on te payera bien. 450 sacs. C'est un bonheur pour moi de vous servir, monsieur Magorn. Tu auras besoin de deux types costauds. Des types qui sachent fermer leur gueule. Oui. Bon, dans la soirée, tu trouveras une voiture devant chez toi. Et une fois le travail fini, n'oublie pas de t'en débarrasser. D'accord? Bon, note ce que je te dis. Demain matin à 9 h, toi et tes gars, vous serez dans la 33e rue, à 50 mètres à l'ouest de Rebais. Prends un revolver. Moi, c'est une chose que je ne tiens pas, monsieur Magorn. Les armes, ça fait toujours des embêtements. Pas de balles, pas d'embêtement. OK? OK.
Mademoiselle, soyez gentille. Donnez-moi les flics. Je viens d'assister au vol d'un camion juste devant chez moi. Nous avons fait du bon travail avec Johnny. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est la... Oui? Monsieur Moran, ici c'est Nick Sorello. Monsieur Sorello, je ne crois pas vous connaître. Oui? Oui? Quelle marque? Et combien en voulez-vous? D'accord, appelez-moi au même numéro dans 1h30. Oui, c'est ça. À qui est-ce que tu parlais? Un gars qui s'appelle Sorello. Il a 80 caisses de whisky longue cabine qu'il voudrait placer. 56 billets la caisse. Le prix semble correct. Oui, mais Sorello, est-ce qu'il est? Monroe 8099, s'il vous plaît. Le lieutenant Zell Costa, je vous prie. Oh, bonjour Larry, c'est Georges à l'appareil. J'ai quelques renseignements à te demander. Tu n'as pas entendu parler, toi ou quelqu'un de votre boîte, de whisky qui aurait été volé ces jours-ci, du côté des abattoirs? Parfait. Encore une petite chose. Regarde sur votre fichier si tu n'as pas un type qui s'appelle Sorello. Bien. Oui, d'accord, je te rappelle vers 5 heures, ok. Merci, Larry. Excuse-moi, James, qu'est-ce que tu disais? Oh, je disais que tout le monde est prêt, il n'y a plus qu'à foncer. Ce qui me manque encore, c'est de savoir si les gardes du corps de notre ami le Lordo prennent la relève tous les jours à la même heure. J'ai mis 2 hommes sur place pour qu'ils s'occupent de la question. Alfonso, carissimo. Pasqualino. Scalda il cuore a vederti, Pasqualino. Entra, entra. Salute e vita durevole. Altrettanto. Grazie. Patsy, Bugs Moran a dépassé les limites. Je dis à mes hommes de foncer et d'en finir avec lui. Je déteste entendre ce genre de choses, Alfonso. Peut-être que si tu voulais discuter avec lui, tu trouverais... Un terrain d'entente? J'ai essayé avec O'Bagnoni, il s'est foutu de moi. J'ai essayé avec Vest, il s'est foutu de moi aussi. À 3 reprises, il a tenté de me faire passer l'arme à gauche. Quant à Moran, c'est autre chose, mais c'est aussi un faucheton. Jamais j'ai pu discuter un quart d'heure avec ce paysan. Et à chaque fois, ça s'est terminé par des coups de revolver. Je te demande rien, Patsy. Je t'avertis. Je vais me débarrasser de Moran. Ainsi soit-il, compagne. Nous n'allons pas nous brouiller tous les deux pour un homme qui n'en vaut pas la peine. J'ai demandé à Jack McGurn de le liquider. Il voudrait que la mafia lui fournisse 2 hommes, Scalisi et Anselmi. Nous les paierons le même prix que pour l'opération Amy Weiss, d'accord? Comme tu voudras, mon ami. Alfonso, j'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Il y a autre chose. Ouais. Ouais, je t'ai pas tout dit, Patsy. Tu sais ce que c'est, hein? On entend parfois ici ou là des phrases qui signifient pas grand-chose, mais si tu les rassembles... ce qu'on raconte est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Il paraîtrait que Joe Aiello voudrait devenir chef de la mafia dans cette ville et qu'il y a une balle marquée à ton nom. Je n'ai rien à craindre de mon ami Aiello. Donc Giuseppe est comme mon frère. Nous étions à l'université de Palermo ensemble et nous sommes venus en Amérique à 2 mois d'intervalle. Nous faisons partie tous les deux du conseil privé de la confrérie. Non, Alfonso, c'est très gentil de te préoccuper de ma santé, je n'en attendais pas moins de toi. Mais tout ce que tu as entendu est faux. Dors tranquille.
C'est Nick Sorello. Entre. Qu'est-ce que vous faites? Qui sont ces deux gars dans le camion? Ce sont des copains à moi. Moi, je suis vieux, alors je leur ai demandé de venir m'aider. Eh ben, fais-les entrer. Mario! Joe! Avanti! Alors, venez ici. Tu vas venir, oui. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça, Nick? Je vous demande pardon, signor, mais c'est juste pour garder le whisky que j'ai pris ce revolver. Il y a... Je te croyais un type bien, Nick. Parfait, vous pouvez y aller. Docteur Reinhard H. Schwimmer, né à Chicago, Illinois, le 1er décembre 1896. 2 fois marié, 2 fois divorcé. Casier judiciaire vierge. Un de ces hommes qui sont fascinés par les exploits des gangsters. Durant ces derniers mois, il a noué des relations avec des membres de l'organisation de Moran et passe une bonne partie de son temps en leur compagnie. Oculiste diplômé, il a récemment abandonné son métier. Actuellement, c'est sa mère qui l'entretient. Ok, Nick, décharge les caisses. Mon argent. Signor, moi je voudrais qu'on me paye mon argent. T'en fais pas pour ça, Nick, on t'enverra un chèque. Mon argent, signor. Moi, c'est moi-même qui ai appelé M. Moran au téléphone. Il m'a dit, d'accord, Nick. Je te paye comptant. 56 $ la caisse pour du whisky de qualité supérieure. Vous l'avez goûté, hein? Vous me direz pas qu'il n'est pas supérieur? D'accord. Vous me donnez d'abord mon argent que vous me devez, et après je décharge le camion. On peut savoir où tu l'as eu? Monsieur Moran, il n'a pas été chercher si loin. Il a juste dit qu'il était... Je sais où tu l'as eu, ton whisky. Tu l'as pris aux hommes de Dingbat Oberta, pas vrai? Je suis au courant de tout, Nick. Tu ne l'as pas payé à Dingbat, pourquoi je te le paierais à toi? C'est normal, non? Alors, dépêche-toi. Décharge les caisses. Pressant. Adam Heyer, né à Springfield, Illinois, le 26 juin 1881. Casier judiciaire, une condamnation pour abus de confiance. Marié 2 fois. Un enfant, un fils de sa première femme. Expert comptable. Heyer est le collecteur de fonds et l'agent payeur de l'organisation de Moran. Il est également chargé de la distribution des pots de vin aux politiciens locaux et à la police. Sa femme est malade depuis plusieurs années et il prend soin de lui cacher, ainsi qu'à ses amis, la vraie nature de son travail. Tout est là, M. Gusenberg. Nick. C'est correct. Old Knock Cabin non décapsulé. Combien de caisses? 82. C'est moi-même qui les ai comptés. Nick ne mentirait pas, il tient encore à la vie. Pas vrai, Nick? Mais disons 82 caisses. À 56 $ la caisse, ça fait 4 592 $. 1000, 2000, 3000, 4000. 1, 2, 3, 4, 5. On y est presque. Hein? Tu ne perdras pas tout.
4500 $. La manutention coûte 500 $, Nick. Quand on se fait aider à décharger le camion, on paye. Tiens. Encore mille merci, signor. J'espère bien qu'on travaillera encore ensemble. Hein? J'ai été heureux de faire cette affaire avec vous. Moi aussi, Nick. Entre personnes intelligentes, on finit toujours par se comprendre, pas vrai, hein? Et toi, t'es comme ton whisky, t'es d'une intelligence supérieure. Oui, hein? Espèce de salaud. Ce sont des fumiers. Ils m'ont volé un paquet de fric. Ils m'ont pris plus de 500 $, signor. T'en fais pas, ça devait arriver. Pour ne rien te cacher, j'y comptais. J'ai un autre boulot à te demander. Je ne sais pas encore quand. Un boulot qui ne te tuera pas, Nick. Je te demanderai simplement de passer un coup de fil. Et n'oublie pas, Peter, Frank viendra te retrouver demain après-midi à 3h30 pile. À 4h moins 10 exactement, vous passerez prendre Joe Aiello qui sera au coin du Walton et du Paulina. Après, vous irez tous les trois au domicile de Patsy Lolordo. Vous devez être à son appartement à 4h moins 5 sans faute. Tu crois que ça ira? T'en fais pas pour moi, je me débrouillerai. Tu ferais mieux de te tracasser pour Aiello. Je pense qu'il est régulier, mais si par malheur ça se passait mal, je compte sur toi, Pete. Salut. Sous le nom de Monsieur et Madame Peter G. Gorman, Peter Gusenberg et une ex-girl de music hall, Myrtle Nelson Koppelman, occupent l'appartement 5C du 434 de la Roscoe Street depuis 7 mois. Myrtle. T'as l'intention de passer la nuit à lire ce machin? Tu m'as fait perdre ma page. Ah oui? Bah, viens près de moi, je suis sûr de la retrouver. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que j'ai l'air de manger? Un sandwich. T'aurais pu en faire un pour moi. Elle me plaisante depuis quand je suis ton larbin. Pete, j'ai fait une folie. Tu sais le manteau que tu m'as donné pour Noël? Tu m'avais dit que j'allais le changer parce qu'il était trop grand. Oui, alors? Alors j'ai été le changer cet après-midi. J'en ai pris un plus beau. Quoi? Plus beau que celui-là? Non, mais tu sais ce qui m'a coûté ton manteau? 820 $. Oh, ça je m'en doutais, Pete. Tu es tellement généreux et bon avec moi. C'est pas à cause du manteau que je te le dis. C'est la vérité, chérie. J'ai eu le coup de foudre. Quand j'ai vu celui-là, j'étais incapable d'y résister. Écoute, toi tu vas m'attendre ici. Je vais le mettre pour toi. Tu verras, il est formidable. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Ben Burney et sa troupe qui vous parle depuis le College Inn de l'hôtel Sherman. Et tout d'abord, pour vous tous, garçons et filles qui nous écoutez, la voix du Grand Midwest. Nous allons jouer Stumbley. Laissez-vous chavirer, mesdames. Tu ne trouves pas qu'il est magnifique? Combien? Pourquoi me parles-tu sur ce ton, Pete? Combien? J'ai fait une bonne affaire, mon amour. Ils viennent de baisser leur prix. J'en ai profité. 3000 $. 3000 $? Petite roulure, mais tu penses qu'au fric. Quand je t'ai ramassé tout ce que t'avais sur le derrière, c'était un manteau de drap avec un petit col en poil d'orang-outan. Tu rapportes ce manteau demain, t'as compris, demain? Tu n'es qu'une pauvre cloche. Je garderai ce...
rendez compte que vous faites beaucoup de bruit? Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer, espèce de tocard, ou j'appelle la police! Quand elle fut interviewée par les journalistes quelques semaines plus tard, Myrtle Koppelman fit cette déclaration. Oh, Pete et moi sommes mariés depuis 1 an. Je ne sais plus exactement où a eu lieu notre mariage, mais ça n'était pas dans l'Illinois. Je ne savais pas que Pete était un gangster. Il disait qu'il était commerçant. Je n'ai jamais connu de garçon plus gentil, plus prévenant que lui. Le 7 janvier, le gang de Moran met à exécution le projet d'assassinat du chef de la mafia, Patsy Lolordo. Le premier geste que doivent faire Peter et Frank Gusenberg est de se servir de l'amitié de Joe Aiello pour Lolordo afin de s'introduire dans son appartement. Vous vous appelez Aiello? Aiello. Vas-y, monte. Attends une seconde, Aiello. Tu ne penses pas que ton ami Lolordo est sur la défensive et qu'il se méfie de toi? Don Pasqualino et moi, nous avons été élevés ensemble. Il croit vraiment que nous lui rendons visite pour parler affaires. Les hommes qu'il garde sont avertis, ils m'attendent. Nous pourrons entrer sans histoire. Allons-y. En haut de Franck. La seconde étape du plan d'assassinat de Patsy Lolordo est l'élimination systématique de ses gardes du corps. Caro Don Giuseppe, alla salute. Alla tua. Pasqualino, che è successo? Dio mio! Mio marito è ammazzato! Aiuto! Pasqualino, rispondimi, mio bene! Mio tesoro! Perché? Tesoro, mio bene! Voyez-vous, votre honneur, l'ennui avec ce pays aujourd'hui, c'est que tout le monde est atteint de gangrène. Jamais les jeunes ont été aussi corrompus. Un exemple. Les filles se promènent dans les rues avec la cigarette au bec. Elles se laissent plotter sur le siège arrière de la voiture. Elles portent des robes si courtes qu'on peut voir leur nombril. Et les garçons, ils se baladent en voiture avec une bouteille de whisky dans la poche. Ils conduisent à moitié ivres. Je suis absolument de votre avis, monsieur Capone. Je ne peux malheureusement que le constater moi-même chaque jour. Ivrognes, dévergondés, insolents, je ne sais pas comment les traiter. Ce qui manque à ces jeunes, c'est une bonne raclée avec une lanière de cuir. Nous sommes trop faibles, aussi bien avec les garçons qu'avec les filles. Moi, si j'avais besoin... Excusez-moi, votre honneur.
N'oubliez pas de vous servir à boire. Je reviens tout de suite. Allô? Oui, oui, c'est elle. Qui? Ah, bonjour, Marty. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Hein? Appelle les autres. Hein? Al, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pazzillo Lordo. Il est mort. Ils l'ont assassiné! Ils l'ont tué chez lui! Tué chez lui! E c'est son meilleur ami! Traditore! Carogna! Che lui, i figli e i figli dei figli! Ah, écoute! Marciscono in inferno per 1 million d'anni! Attends. Qui l'a tué? 3 hommes. 2 de la bande de Moran. Et Giuseppe Aiello. Aiello? Oui. Qu'est-ce que tu me disais l'autre jour, Charlie? Cause avec Moran? Paye Moran pour qu'il foute le camp? Tu peux pas lui refuser une chance? Tais-toi, écoute! Laisse-moi aller jusqu'au bout. J'étais prêt à écouter tes conneries. Et même, je me disais que tu pouvais avoir raison pour une fois dans ta vie. Mais je me trompais, Charlie. Moran, je l'aurais. Et j'aurais Aiello. Tous les 2. Et ça va pas très... Regarde-les, on dirait celle d'un vieux. Je te l'ai dit, le syndicat veut m'avoir. J'ai bien failli y passer, je ne sais pas comment je suis encore là. Il ne faut pas te laisser faire, défends-toi. Mais tu sais bien que je ne suis pas un tueur, Georges. Je suis malade quand j'ai un pistolet dans les mains. Faut te faire soigner si tu es malade, c'est pas une clinique ici. Écoute, tu es dans le racket comme tout le monde depuis un bon bout de temps. Alors de 2 choses l'une, ou tu te bats avec nous, ou tu nous quittes. J'ai pensé que je pourrais m'occuper d'un bar. Je fais bien ce travail, c'est tout à fait dans mes cordes. J'ai pas de travail pour des gérants de bar. Et je ne sais pas quand j'en aurai. Tu gardes le boulot que tu as en ce moment ou... Albert Weinschenker, alias Albert Weinschenk, né le 23 décembre 1893 à Chicago, Illinois. Casier judiciaire vierge. Bien que Weinschenk ne soit pas un gangster dans le sens habituel du terme, il est en relation avec la pègre du quartier nord depuis ces dernières années. D'abord comme exploitant de bars clandestins, et maintenant à la tête d'une chaîne de blanchisserie non syndiquée contrôlée par Bugs Moran. Albert, je sais que c'est pas très facile pour toi. Tu fais du bon travail pour nous et je ne voudrais pas que tu nous quittes. Tu devrais rentrer chez toi et repenser calmement à ce que je viens de te dire. Parle-en une fois encore à Irene. Je serai au garage de Clark Street jeudi matin entre 10h et 10h30. Viens et dis-moi ce que tu as décidé. C'est entendu. Si seulement Irène pouvait être un peu moins nerveuse, mais tu sais comment sont les femmes. Oui. Je ne sais pas comment te remercier, Georges. Mais je t'en prie, Albert, ne parlons plus de ça, veux-tu? Allô? Monsieur Moran, ici Nick Sorello. Vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens très bien, Nick. Que veux-tu? Mais j'ai la même marchandise à vendre. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Il est aussi bon que celui de la dernière fois et au même prix. OK? J'espère que nous nous mettons d'accord. Combien y a-t-il? Ah, et je ne sais pas encore au juste. J'ai pas eu le temps de prendre livraison. Vous comprenez, n'est-ce pas, monsieur Moran? Oui, je comprends. Quand penses-tu le faire? Je peux le faire demain. Ou si c'est pas demain, dans 2 jours. D'accord. Téléphone-moi quand ce sera prêt, j'enverrai mes gars chercher la marchandise. Monsieur Moran, je voulais vous dire une chose. La dernière fois, vos hommes, ils n'ont pas été corrects. Ils m'ont fait des tas d'histoires, ils m'ont pris de l'argent. Cette fois-ci, je travaille avec vous, directement. OK? Mais vos hommes, je ne veux pas les voir.
D'accord, viens jeudi matin vers 10h30 au même endroit. Tu m'y trouveras et je te garantis qu'on te paiera le prix convenu. Très bien. Je serai ravi de vous connaître. Je préfère traiter avec vous. Merci, Monsieur Moran. Monsieur Moran. Voulez-vous venir par ici, monsieur? J'ai une petite la salle qui vous plaira sûrement. Elle a le chauffage à l'eau chaude, des vitres sécurites, un démarreur et le meilleur starter qui soit sur le marché. Elle n'a que 10 000 miles. Et elle se tape son petit 40 de moyenne. Je ne sais pas. Une voiture d'occasion... Ah, mais la salle d'occasion, monsieur, ce n'est pas la même chose. Elle est dans un état impeccable. Et cette voiture appartenait à un directeur des wagons-lits. Oh. Et croyez-moi, ces gens-là ne poussent jamais leur moteur. Combien? 800 $. Ouais. Mais pour vous, ce sera 750. Vendu. Pourvu que je puisse partir avec tout de suite. C'est comme si c'était fait. Comment voulez-vous la payer? Je règle tout comptant, si vous êtes d'accord. Bien sûr, monsieur. Je ne refuse jamais d'argent. Je voudrais que vous me donniez votre nom pour le reçu. Ah oui, James Morton. 212 Hubbard Street, Los Angeles, Californie. Voilà 4 mois d'avance. Oui, monsieur, je vous remercie. Je vais vous faire un reçu, monsieur. James Morton. Oh, je suis bien content de vous connaître, monsieur Morton. Le soir du 11 février, un petit cousin de Joe Aiello, Angelo Molino, achète un billet pour Los Angeles. Sachant qu'Al Capone a découvert son rôle dans le meurtre de Patsy Lolordo, Aiello se servira du billet pour monter dans le train à la dernière minute pour se soustraire à la vengeance d'Al Capone. Qu'est-ce qui dit que les gens en ont assez? Les journaux? Les gars de la radio? Qu'est-ce qu'ils en savent? On peut tuer qui on veut, les gens s'en foutent. Ils commencent à s'inquiéter quand ils ont peur pour leur peau. Je connais bien les gens, c'est même mon boulot de les connaître. Ben, je vais vous dire, ça les excite de lire dans les journaux que des pauvres types se sont fait enlever et tuer. Allô? Oui, Franck? Ça va, j'ai compris. Attends-moi chez le coiffeur. Viens, Jim. Vous restez là. Affaire importante à liquider. Qui est là? Le billet, s'il vous plaît. Une minute. Traditore.
Signor Capone, nous sommes tous deux des hommes du même pays. Ma basta! Assassino. Ma signor! Tourne-toi, tire! Inferno. T'aspetta. Giuseppe Aiello. Madame Doody, mon ami et moi, on aimerait avoir une jolie chambre donnant sur la rue. Oui, on a... Ça va entrer, je tiens pas à chauffer tout le quartier. Vous prie où est le charbon, je n'en sortirai pas. Ouais, vas-y. Vous faites partie d'un orchestre? Ah, d'un orchestre, oui. Mais qui fait tous les cabarets du côté de Fullerton. Les chambres sont au premier. Ok. Non, ce qui nous a plu, c'est que votre maison est très bien située, Madame Doody. Vous savez, je veux pas de bruit chez moi. Les locataires sont des gens en calme. Je ne supporterai pas. Oh, vous inquiétez pas pour ça, Madame. Nous, on se sert de ces instruments que les jours où on nous paye. Vous voulez 2 chambres ou une pour 2? Une chambre pour 2, mais à la condition qu'on voit la rue. Si vous voulez dormir le jour, je vous conseillerais une chambre sur la cour. Le bruit sur Clark Street est à peine imaginable avec ses bus et ses autos. J'ai dit une chambre sur la rue, compris? Avant de venir ici, on travaillait à New York, Madame. C'était tellement calme qu'on n'arrivait pas à dormir. Le silence nous donne de l'angoisse. Je vais vous faire voir ce que j'ai. C'est une très jolie chambre, Madame Doody. Voilà ce qu'il nous faut. Le linge sera changé 2 fois la semaine. La salle de bain est au fond du couloir. Pas de visite après 11 heures. Et je ne veux pas voir de femme monter ici. Je dirige une maison respectable, moi. Ah, c'est pour ça qu'elle nous a plu, Madame. Eh bien, je pense que nous emménagerons demain. Vous ne m'avez pas parlé de prix. Le prix est de $9 la semaine. Payable d'avance. Voilà. Trouverez le reçu et la clé de la chambre sur la table en bas. Et votre nom? Lui, Monsieur White, et je suis Monsieur Johnson. Dites, madame, vous avez le téléphone? Face de vous, au milieu du couloir. Tu devrais appeler Vic tout de suite. D'accord. Long Beach, 6599. Poste d'essence au Méhara, l'appareil. Rien un instant. Téléphone. Allô? Il vient juste de partir. Il y a un message? Non, ça fait rien, je rappellerai. D'accord. Qui est-ce qui est parti? C'était un faux numéro. D'accord? D'accord.
Alors, les enfants, on a envie de s'amuser? Vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez moi. Te fatigue pas, je connais la maison. Il me semblait vous avoir déjà vu. Ça vous coûtera 2 $ chacun. Parfait. La voiture est dans un garage derrière le 1723 Wood Street, que vous voyez là. Il donne sur une avenue menant vers le nord et vers le sud. Vous prendrez cette avenue jusqu'à Bloomingdale, puis à gauche vers le nord. Ensuite à l'est de Webster vers Clark. Vous continuerez jusqu'au sud de Clark Street, à 25 mètres des maisons, c'est là. Étant donné que vous n'êtes pas du quartier, personne ne pourra vous reconnaître. L'essentiel, c'est d'avoir l'air de vrai flic. Ce flic avait une grosse tête. Voilà, Moran. Comme vous serez de l'autre côté de la rue, vous ne pourrez peut-être pas voir sa gueule, mais vous le reconnaîtrez facilement. Aucun de ses gardes du corps n'est bâti comme lui. Il est presque toujours habillé en complet marron, par-dessus, chapeau. Albert Anselmi, né à Marsala, Sicile, le 11 juin 1892. Membre de la mafia et tueur professionnel. Tout comme John Scalisi, né à Castelvetrano, Sicile, le 24 janvier 1895. En moins de 6 années, ces deux hommes travaillant ensemble ont participé à 31 meurtres, y compris ceux de Dion O'Banion et Earl Hemingway. Ce qui est toujours à craindre, c'est que vous soyez arrêté par une voiture de police. Si ça vous arrive avant que vous soyez sur les lieux, n'insistez pas, c'est inutile. Les avocats pourront toujours vous tirer de ce guêpier. Si au contraire ça vous arrive au retour de l'expédition, vous n'avez plus rien à perdre. Défendez-vous. Pas de questions? Allons-y. Allô? Jack, heureux de t'entendre, mon fils. Quel temps fait-il à Chicago? Près de zéro, monsieur Capone. On aurait bien besoin d'un peu de soleil de Miami ici. Ah oui, ça, je le crois. Et t'as quelque chose de spécial à me dire, mon fils? Oui, monsieur. Tout est en place pour jeudi, monsieur Capone. Dans la matinée, autour de 10h30. Pour la Saint-Valentin, nous leur offrons un joli cadeau. Valentin. Ah, mais c'est vrai. Jeudi, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'est une date à marquer d'une croix. Je veux dire, pour notre ami Moran. Écoute, Jack, ne lésine pas. Hein. Je veux que le cadeau de Moran soit rouge, un beau rouge sang. Hein. À 6h45 du dernier matin de sa vie, John May prend son bus pour aller travailler. On lui a promis 10 $ de prime s'il arrive à remplacer avant midi la transmission d'une des voitures du gang. À 7h02 du dernier matin de sa vie, Pete Gusenberg se demande comment il va se débarrasser de Myrtle Koppelman. Il n'est pas embarrassé pour en trouver une autre. À 7h23 du dernier matin de sa vie, Albert Kachelek, alias James Clark, pense à acheter une nouvelle voiture. Celle qu'il possède n'est plus digne du rang qu'il occupe dans le gang Moran. Tu aurais dû me réveiller et me mangerais déjeuner avec toi. Comment aurais-je pu deviner que tu étais rentré hier soir à la maison? Tu arrives à n'importe quelle heure. Tu m'avais dit que tu serais là pour dîner. Je m'en excuse, mais j'ai rencontré quelques vieux copains. Je m'en suis douté, figure-toi. Tu ferais n'importe quoi quand il s'agit de tes amis. Tu oublies même ta mère. À 7h30 du dernier matin de sa vie, Reinhard Schwimmer a un terrible besoin d'argent. Faut que je te parle, maman, c'est très important.
Écoute, maman, je suis désolé de te le dire, mais j'ai de graves ennuis. Pas avec la police, Reinhardt. Dieu du ciel, non, j'ai des dettes, maman. $300 que je dois rembourser immédiatement, sinon ça ira mal. Je ne te comprends pas, Reinhardt. Un homme comme toi, avec un métier comme le tien, faisant des choses si laides. Oh, c'est bon. Si tu me promets de ne plus jamais fréquenter ces gangsters, je t'aiderai à rembourser. Je te remercie. Je te promets, je le ferai plus. Je t'en prie, rentre dans le droit chemin, Reinhardt. C'est tout ce que je te demande, mon grand. Salut. Oui. Ah, salut, Eddie. Je suis levé, oui. Ouais. Mais je suis debout, Eddie, puisque je te dis que je suis debout. Pourquoi tu t'es rhabillé? Si tu crois que c'est drôle de regarder toute la nuit un homme qui ronfle. Pas encore, ma petite chatte. On va se taper une bouteille. Encore là? Fais pas l'idiot, tu sais très bien que tu me dois $25. Et je sortirai pas d'ici avant de les avoir reçus. Un type comme moi, c'est toi qui devrais le payer. Il manquerait plus que ça. Merci, mon cœur. Un de ces jours. À 7h40 du dernier matin de sa vie, Frank Gusenberg se demande s'il ne devrait pas retourner chez l'une de ses 2 femmes légitimes. Est-ce que tu veux un peu de café, chérie? À 8h du dernier matin de sa vie, Adam Heyer se demande combien lui coûtera l'opération de sa femme. Oh, promets-le-moi. Jure-moi que tu refuseras ce que Moran t'a proposé. Écoute, ne te fais pas de soucis. C'est fini, chérie. Je vais lui dire ceci. Georges, j'ai bien réfléchi. Je ne marche pas. N'en parlons plus. C'est terminé. Merci, chérie. Je t'appelle après le déjeuner, vers 1h30. À 8h15 du dernier matin de sa vie, Albert Weinschenk a décidé que sa sécurité et sa tranquillité d'esprit sont plus importantes que $20 000 par an. Écoute ça, $600 seulement. 4 cylindres, moteur flottant, pas la moindre vibration ni le moindre bruit. Ce qui fait que conduire, ça devient un véritable plaisir. L'accroissement... Alex. Moran, Non, il est trop petit. tu les as comptés, Paul. C'est le 6e gars qui rentre là-dedans.
Personne ne nous a demandé de les compter. Notre seul boulot à nous, c'est d'avoir Moran. Salut. Tiens, c'est bonjour, Harry. Comment vont les affaires, Doc? T'es pas au courant, je suis rentier. Je vis de mes investissements. Ça veut dire que c'est ta mère qui paye tes factures. J'ai vu l'auto de Pete dehors, alors je suis venu dire bonjour, causer un instant et boire un petit café. Ça te fait rien de te servir toi-même, Doc. Le garçon vient juste de partir. Ah, bien sûr. Comment ça va, Pete? Bien. Tu sais, un type chez le coiffeur m'a donné un tuyau pour la première course à Miami. Indiana Brown. Bonne cote. Il est formel, c'est dans la poche. J'aime mieux faire mes conneries tout seul. Tu ne fais pas comme ça, toi? Ah, bien sûr, Pete, bien sûr. Je disais ça, moi, tu en feras ce que tu voudras. T'es assez grand. Quel temps fait-il dehors? Ça baisse toujours. Le vent vous coupe la gueule comme une lame de rasoir. Tu deviens bien fragile, Marc. Monsieur Miller, un certain monsieur Bernstein vous appelle de Détroit. Em, Georges, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce tendu? Bingo! Tout y est, la taille, la corpulence, les vêtements. Je pourrais le descendre maintenant. Calme-toi, fiston. Ne t'énerve pas. Quand il ressortira. Appelle Vic. Dégrouille-toi. Mademoiselle, donnez-moi Long Beach 6. Long Beach 6 5 9 9. Oui, c'est ça. Oui, allô. Il vient juste de partir. Il y a un message? Ouais. Ses chemises sont lavées et repassées. D'accord. Dis donc, qu'est-ce qu'il met dessus? C'est de l'ail. Dans le cas où les balles ne tueraient pas, il mourrait d'un empoisonnement du sang. Dites que si la prochaine fois il augmentait ses prix à la dernière minute, comme il essaie de le faire, il pourra les se rhabiller. Ces types-là, il faut les remettre à leur place. Regarde, les flics. On peut dire qu'ils ont bien choisi leur moment, ces imbéciles. Ça va faire du propre s'ils sauraient l'eau s'amène avec la camelote pendant qu'ils sont là. Et si on allait prendre un café? Ouais, je suis gelé. D'accord, Mike. Silence, French. George, est-ce que c'est toi? Ah, bonjour, messieurs. Je peux faire quelque chose pour vous? Ferme ta gueule, toi. Ah. Maintenant, va là-bas, face au mur. Oh. Vous aussi, vous entendez? Allons, pressons. Ne nous énervons pas. Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Et vous deux, grouillez-vous. Eh, qu'est-ce qui te prend? J'espère que tu plaisantes. Face au mur. On y va, pied plat. Attends qu'ils aient entendu parler de cette histoire. Plus vite! Hé! Oui, toi là. Allez, contre le mur, toi aussi. Allons, allons, pressons! Mais monsieur, je suis le mécanicien. Grouille-toi!
Tout ce que je fais, c'est réparer les voitures. J'ai rien à voir avec tous ces gens-là, moi. Allons, ne discute pas. Main contre le mur. Appuyez-vous. Qui me disent intéresse-toi à la bourse, Georges. Mets-y le paquet. Et en moins d'un an, tu seras un homme riche. Je leur ai dit, je m'en fous, je suis déjà riche. Pourquoi je m'intéresserais? Il a dû y avoir un accident. C'est pas étonnant de la façon dont les gens conduisent. Kenny! Hé, Kenny! Les flics viennent de buter un tas de gangsters dans un garage au bout de la rue. Ils ont ému Bugs Moran. Franck. Vous m'entendez, Franck? Qui a tiré sur vous? Répondez-moi. Qui a tiré sur vous? Personne. N'a tiré sur moi. Votre frère a été tué. Ils ont tous été tués. Dites-moi qui l'a fait. Vous devez le savoir, Franck. Vous ne passerez pas la nuit. Veux-tu que j'appelle un prêtre? Non. Laissez-moi seul. Tu ne voudrais pas qu'il s'en tire comme ça. Aide-moi à les coffrer. Froid. J'ai très froid. Donnez-moi une couverture. Quelques heures après le massacre de la Saint-Valentin, les journalistes réussirent à découvrir la cachette de Moran pendant que la police le recherchait encore. J'ai dû attraper froid. J'ai les bronches extrêmement fragiles. Où étiez-vous, monsieur Moran, quand c'est arrivé? Pourquoi? Hors de la ville. Est-ce que vous croyez que votre maladie sera longue? Eh bien, c'est très difficile à dire. Mais ça peut durer encore quelques jours. Savez-vous que les flics vous recherchent, monsieur Moran? Je me demande bien pourquoi. Je n'ai rien à dire à ces messieurs. Vous allez peut-être vous retrouver au chômage. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous savez bien que je suis dans l'immobilier. Oui, d'accord. Enfin, il m'est arrivé parfois de rencontrer ces hommes. De temps en temps, il m'est arrivé de bavarder avec eux. Oui, j'ai même lu dans les journaux qu'ils travaillaient pour moi.
Vous n'allez tout de même pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux, j'espère. Monsieur Moran, il y a bien des gens dans cette ville qui disent que ce sont les policiers qui ont tué vos 7 hommes. Croyez-vous que ce soit possible? On voit que vous connaissez bien mal cette ville. Seul Al Capone tue de cette façon-là. N'en pas quelque chose. Vous savez, je suis toujours très bavard avec les journalistes. Mais pour une fois, c'est moi qui aimerais poser les questions. Monsieur Capone, avez-vous vu dans les journaux toutes ces photos montrant ces hommes horriblement mutilés? J'ai jeté un coup d'œil. Terrible. Je vais me permettre de vous poser une question, monsieur Capone. Où étiez-vous le matin de la Saint-Valentin? J'étais ici à Miami. Pour être précis, j'étais en réunion avec le district attorney toute la matinée. Connaissez-vous monsieur George Moran, personnellement? J'ai vu, une fois, il y a plusieurs années, mais je ne pense pas que je pourrais le reconnaître. Les autorités de Chicago soutiennent que vous êtes derrière ce massacre. Que pensez-vous de cette affirmation? Bon, ça ne me surprend pas du tout. C'est chaque fois la même chose, ils m'accusent de tout depuis l'incendie de Chicago. Savez-vous ce que Bugs Moran a dit aux journalistes, monsieur Capone? Il a dit que seul Al Capone tue de cette façon. Ah oui. Bien, voici ce que Al Capone lui répond. Notez ça, ça vaut la peine. Vous savez ce que ça veut dire en argot, Bugs? Cinglé. L'indignation populaire après le massacre de la Saint-Valentin met fin à la période la plus connue de la guerre ouverte entre les gangs. Cependant, les gangs parvenaient à se reconstituer. Et en 1960, leur pouvoir était encore plus fort que dans les années 20. Une fois de plus, les institutions chargées d'appliquer la loi connaissaient les noms des chefs des syndicats, et une fois de plus, ils ne les poursuivaient pas, attendant peut-être, comme en 1922, une réaction populaire qui les obligerait à mener une action judiciaire contre les criminels. Pas un de ceux qui participèrent au massacre des 7 hommes dans le garage n'a été jugé. Mais en moins de 19 mois, les 4 tueurs mourront de mort violente. Au soir du 7 mai 1929, John Scalisi et Albert Anselmi sont invités à un banquet à la résidence d'Al Capone, ignorant que celui-ci a découvert qu'ils veulent l'assassiner et s'emparer de son empire. Je voudrais porter un toast à mes 2 bons amis, Giovanni Scalisi et Alberto Anselmi. Salute. Salut. Allez, en enfer! En ce qui concerne les 2 faux policiers impliqués dans le massacre, Boris Chapman sera tué le 5 janvier 1930 alors qu'il tentait de cambrioler une bijouterie de Saint-Louis. Quant à Adolph Moller, son corps sera retrouvé dans un étang à 12 milles au sud de Joplin, Missouri, le 8 septembre 1930. Vincenzo de Mora, alias Jack McGurn, dit La Rafale, est assassiné dans un bowling de Chicago le 15 février 1936. Presque 7 ans jour pour jour après le massacre de la Saint-Valentin qu'il avait organisé. George Clarence Moran disparaît de Chicago peu de temps après la mort de ses coéquipiers. Il meurt d'un cancer du poumon le 25 février 1957, alors qu'il était en train de purger dans le pénitencier fédéral de Leavenworth une peine de 10 ans pour cambriolage d'une banque.
Alphonse Capone n'a jamais été jugé pour complicité dans le massacre de la Saint-Valentin. Mais son rôle d'homme tirant les ficelles n'a jamais été mis en doute. 3 mois plus tard, il est en prison. Il passera plus de la moitié des 18 années qui lui restent à vivre dans les pénitenciers fédéraux. Le 25 janvier 1947, Al Capone, presque fou, le corps ravagé par la syphilis, meurt dans son sommeil. Le 4 février, il sera enterré dans le caveau familial à Chicago. Repose en paix, Capone.